On a beaucoup l'habitude de penser que les polluants, en particulier les perturbateurs endocriniens, vont avoir des effets sur le cancer, sur les problèmes de reproduction. Hein, donc, mais on a moins l'habitude de penser que ça peut aussi affecter ce qu'on appelle les maladies métaboliques, comme le diabète, ou les maladies comme l'obésité, enfin un état, disons, physiologique particulier qu'est l'obésité. Et il faut reconnaître on commence à avoir là des arguments montrant que certains produits chimiques peuvent affecter donc, le métabolisme et la quantité de masse grasse dans l'organisme et éventuellement participer à cette épidémie d'obésité. Hein. On voit bien qu'on a beaucoup plus d'enfants obèses, hein. C'est quelque chose qui est vraiment préoccupant, regardez aux États-Unis, mais pas seulement. Je montrais tout à l'heure que, bien sûr, en France ça monte, mais même dans des pays en voie de développement, assez paradoxalement, dans certaines villes, hein, c'est en train aussi d'augmenter. Donc c'est quelque chose de mondial, hein, c'est quelque chose qui est maintenant international et qui est quand même assez préoccupant parce que qui dit plus d'obésité dit plus de maladies cardiovasculaires, dit plus de cancer, plus de diabète, etc. Donc c'est quelque chose qui est préoccupant. Il y a des bonnes raisons bien connues et qui continuent à être étudiées, mais qui sont l'alimentation. On mange quand même beaucoup plus de sucré, de gras. Il y a la sédentarité, donc ça c'est tout à fait vrai. Évidemment, il ne faut absolument pas remettre en cause ça, c'est tout à fait fondamental. Il y a des arguments, surtout expérimentaux, hein, donc chez l'animal, montrant que la pollution peut être aussi à l'origine de l'obésité, et on ne peut pas encore dire quel est le pourcentage. C'est-à-dire, si l'obésité a été multipliée par 3 en 40 ans, est-ce que c'est dû à 90% à l'alimentation et à 5% aux polluants, ou est-ce que c'est un autre pourcentage? On ne peut pas vous le dire pour le moment. Mais il faut s'en préoccuper. Pratiquement tous les autres mécanismes de toxicité, c'est aussi une certaine forme de perturbation. Elle n'est pas endocrinienne, elle ne concerne pas les hormones nécessairement, mais elle va concerner un processus biologique dans le foie, elle va concerner ce qu'on appelle des neurotransmetteurs parfois, donc des petites molécules qui agissent dans le cerveau, elle va concerner un problème intestinal ou autre, mais c'est toujours une perturbation, la toxicité. Quand on étudie le mécanisme, vraiment comment un produit est toxique, parce que c'est bien de dire il est toxique, mais faut-il comprendre comment il est, il y a toujours une notion de perturbation. C'est vrai que c'est dans le domaine de la perturbation endocrinienne qu'on a un peu plus réalisé ça, mais petit à petit c'était quelque chose qui était sous-jacent, et le changement de paradigme ou le changement disons, de manière de concevoir l'étude de la toxicité, c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus progressivement que ça, et au fur et à mesure que les différentes disciplines s'enrichissent, qu'on comprend mieux ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre foie, eh bien, petit à petit, on comprend mieux pourquoi certaines molécules peuvent être toxiques pour notre foie ou toxiques pour notre cerveau. Voilà. Et maintenant, c'est illustré de manière un peu plus dramatique par la question des hormones et de la perturbation endocrinienne. Je pense que la recherche a un temps qui est un temps relativement long, parce qu'il y a des exigences en recherche. Quand quelqu'un trouve quelque chose, on va le croire, mais on va attendre que quelqu'un d'autre confirme ce qu'il a trouvé dans un autre labo. Ensuite, quand quelqu'un trouve ça sur une cellule dans le laboratoire, on va lui demander, mais est-ce que c'est vrai chez l'animal? Et ensuite, quand il le trouve chez l'animal, on va lui dire, mais est-ce que ça, si ça marche sur votre animal de laboratoire, est-ce que c'est vrai chez l'homme? Est-ce que ça nous affecte de la même manière? On n'est quand même pas exactement, on n'a pas exactement les mêmes métabolismes et la même physiologie qu'un animal. Donc est-ce que c'est, disons, transposable? On appelle ça la transposition. Donc avant qu'on croie à quelque chose scientifiquement ou qu'on lui accorde une valeur importante, il y a du temps et ça nécessite beaucoup de travaux. Mais la question est, est-ce qu'il faut attendre qu'on ait tous ces arguments pour agir? Si un produit est dangereux, faut-il attendre d'avoir des certitudes absolues que chez l'homme, ça peut être très dangereux avant d'agir? Parce que si on attend, on prend le risque, on prend des risques. Donc, toute la difficulté, et c'est une véritable difficulté, ce n'est pas quelque chose qui est très simple. C'est à partir des éléments venant des différents laboratoires, de quelques études peut-être qui ont eu lieu chez l'homme quand ça a eu lieu,
de décider que là, on a suffisamment d'arguments, qu'on est suffisamment convaincu pour dire qu'il faut absolument agir sur ce produit.